On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire on est face au gouffre, accélérons. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne remet pas en cause les bienfaits réels qu'il y a eu au niveau de la médecine, de l'hygiène et de l'accès à l'alimentation des pays pauvres dernièrement. Des questions complètement différentes. Le deuxième point que nous avons souhaité souligner, c'est qu'il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'écologie est-elle compatible avec le capitalisme et avec la démocratie ? Après la démission surprise de Nicolas Hulot et face à l'urgence climatique, les appels se multiplient pour un changement radical de modèle, à repenser aussi nos sociétés au risque de l'apocalypse. Il est déjà tard, mais jamais trop tard. Alors quelle révolution espérer ? À mes côtés, Nicolas Doménac, nouveau directeur du Nouveau magazine littéraire, en kiosque lundi, en couverture 10 ans après la crise de 2008. Le capitalisme ne répond plus. Au cœur de ce silence, le déni écologique. Bonjour Nicolas Doménac. Bonjour. Merci d'être à mes côtés. Et notre invité, dont vous venez d'entendre la voix en ouverture de l'émission, un monsieur univers noir, l'astrophysicien Aurélien Barraud, chercheur au CNRS, professeur à l'université Grenoble-Alpes. Il est à l'initiative de l'appel des 200 personnalités publiées dans Le Monde après la démission de Nicolas Hulot pour sauver la planète, pour une action politique ferme et immédiate face au changement climatique. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'était le titre de cet appel tribune, et vous êtes avec nous en duplex de France Bleu Isère où vous enseignez donc. Bonjour Aurélien Barraud. Bonjour. Vous ne faites pas partie, Aurélien Barraud, de ces écologistes fatigués, résignés, d'alerter depuis tant d'années et de constater que rien ne se passe ? Alors oui, je suis évidemment fatigué et un peu résigné. Pour autant, j'ai commencé à en parler il y a quelques semaines, donc ma fatigue est encore relative. Et je compte arrêter dans quelques semaines parce que je crois que la parole doit maintenant être donnée à des gens beaucoup plus compétents que moi, qui connaissent mieux le dossier, qui ont des propositions fermes. Donc j'aurais simplement été un petit météorite dans cette histoire. Qui vous avez pris le relais, en tout cas, de tous ceux qui crient et sonnent l'alerte depuis tout ce temps et qui se fatiguent un peu, à avoir l'impression de crier dans le vide. Aujourd'hui, donc, vos mots, votre parole s'impose dans le débat public pour nous alerter. La démission de Nicolas Hulot, Aurélien Barraud, est-ce que ça a été pour vous, vous l'avez vécu comment ? Comme une micro-tragédie ou comme l'occasion de remobiliser, voire de vous mobiliser ? Non, c'était pas une tragédie, parce que précisément Nicolas Hulot ne parvenait pas à faire ce qu'il souhaitait faire, et par conséquent, je crois qu'il a eu raison de partir. Mais il est parti avec panache, et je crois que c'est quelqu'un en qui nous avions confiance, et ça a effectivement joué le rôle d'un électrochoc, parce qu'on a compris que même si lui n'y parvenait pas, c'est que quand même quelque chose de grave était en train de se passer. On est en train, là, d'évoquer quand même la fin du monde. Alors, pas la fin du monde, moi en tant qu'astrophysicien, je sais bien que la Terre continuera de tourner autour du Soleil, nous le savons tous naturellement. Mais enfin, la beauté du monde, c'est quoi ? C'est la diversité de la vie. C'est quand même cet équilibre un peu harmonieux issu de millions d'années d'évolution qui constitue la magie de cette planète. Et en ce sens, c'est quand même la fin du monde qu'on évoque. C'est pas tout à fait un détail. Son remplacement par François de Rugy, un militant, une personnalité de la société civile, remplacé par une personnalité politique. L'écologie est une affaire trop sérieuse, vous pensez, pour être laissée entre les mains de la société civile ? Il fallait revenir aux affaires sérieuses ? Oui, en fait, je pense qu'il devrait même pas y avoir de ministre de l'écologie. Je pense que ça devrait être le Premier ministre, ça devrait être le président de la République, ça devrait être la préoccupation primordial de chacun d'entre nous. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres problèmes fondamentaux. J'en suis hautement conscient, qu'il s'agisse d'économie, de société, de réfugiés, de son domicile fixe, de chômage. Enfin, il y a plein de problèmes énormes dans notre monde qu'il n'est pas question de nier. Mais le fait est que s'il y a plus de vie, il y aura plus de problèmes du tout. Il y aura plus du tout non plus de manière de les résoudre. Donc, il faut quand même qu'on hiérarchise un peu nos priorités. Et le ministère de l'écologie ne peut plus être une sorte d'annexe comme ça à une pensée un peu verdâtre qui vient enrober
perturber en quelque sorte les autres décisions. Je crois que ça doit être notre fil conducteur. Une question de Nicolas Domenach. Oui, est-ce que c'est pas un peu dangereux de saluer, comme vous le faites, la démission de Nicolas Hulot, parce que le culte de la démission a commencé juste après, au fond, beaucoup de gens se disant il n'y a plus rien à faire, devant même pas de petits pas ou de pas moyens, il faut attendre le grand soir de la Révolution, comme on l'a déjà promis bien dans d'autres circonstances. Bon, donc j'ai trouvé ça un peu presque malsain. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je crois qu'effectivement, il y a des gens honnêtes qui essayent de faire progresser les choses et il faut les soutenir. On ne peut pas demander l'impossible d'un seul coup, sinon rien ne se passe et c'est encore pire. Et de ce point de vue-là, je vous rejoins. Mais je crois que le problème dépasse le ministre de l'écologie. Il me semble que le président de la République, les présidents de la République, monsieur Trump sans doute mis à part parce que là on n'a pas beaucoup d'espoir, doivent véritablement changer de braquet. Je veux dire, ils doivent endosser leur costume de super-héros et mettre en marche cette révolution indispensable à notre survie. Donc ça va pas se résoudre avec un ministre de l'écologie bien intentionné. Je veux dire, ça doit se jouer au-dessus, dans des mesures fortes, puissantes, mais c'est pas triste, parce que souvent on le présente, on se dit la décroissance, ça y est, c'est un peu la fin de l'humanité florissante, mais pas du tout. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'il y a quelque chose de jubilatoire aussi dans les évolutions qui sont appelées. Alors, Emmanuel Macron a enfilé justement son costume de super-héros pour partir à New York cette semaine. La seconde édition du One Planet Summit, le sommet sur le climat, avait lieu là-bas mercredi à l'invitation du président français pour rappeler les 180 pays ayant signé l'accord de Paris à leur engagement. Emmanuel Macron y a dit il faut réaffecter un tiers de la finance mondiale vers de nouvelles actions climatiques. Politique des petits pas, Emmanuel Macron en super-héros pour tenter de convaincre ses partenaires de bouger sur cette question du climat. Il faut quand même se rappeler, Aurélien Barraud, que l'impact de la France en matière écologique, c'est rien, c'est 1% des émissions de CO2 à l'échelle de la planète. Ça n'a aucun sens aujourd'hui, une action isolée. Oui, mais elle n'est pas forcément isolée. D'abord, on peut montrer l'exemple, c'est quelque chose qui ne veut pas rien dire. Et ensuite, il faut bien voir l'échéancier. En octobre, on aura le rapport du GIEC, qui va nous, donc les experts du climat, qui vont nous expliquer que la situation est catastrophique, on le sait déjà. Juste après, on aura la COP24, où on sait qu'on ne prendra pas de grandes décisions parce que M. Trump est aux commandes du monde. Et puis juste après, on a le sommet européen. Là, le sommet européen, M. Macron n'est pas tout seul. L'Europe, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Intégré sur les 200 dernières années, c'est le plus gros pollueur de la planète. Donc là, on commence à changer de dimension. Et un axe Europe-Afrique est tout à fait envisageable. Donc là, on a quelque chose de très important qui se joue, qui n'est pas simplement de nature symbolique, qui est de nature effective. Et je crois qu'à ce sommet européen, on va décider ou pas de sauver le monde. Voilà, ça va se jouer là, parce que si on le fait avec l'Afrique, qui nous emboîte le pas en quelque sorte, ou qui peut même nous précéder d'ailleurs dans cette démarche, quelque chose d'énorme peut basculer. Monsieur Trump n'est pas éternel, on peut espérer qu'il sera remplacé bientôt. Et donc quelque chose peut se mettre en place. Et en plus, même d'un point de vue un peu narcissique, moi je suis pas très patriotique, mais quand même, ça veut dire que l'Europe pourrait reprendre en quelque sorte les rênes sur cette question. Bon, la vieille Europe n'est plus tout à fait sur le devant de la scène internationale, au niveau économique aujourd'hui. Là, on peut être ceux qui vont inventer le nouveau monde pour le meilleur. Moi, j'espère vraiment que cette occasion sera saisie. Nicolas Domenach. Oui, il me semble que vous pouvez pas enjamber totalement l'effort, la mobilisation des puissances financières et capitalistes. Et là, on revient à la problématique que soulevait Olivia Gesbert tout à l'heure, à savoir que sans le capitalisme, on sauvera pas la planète. Or, ce qui a été fait, quand même, ce n'est pas rien, ce n'est pas suffisant, je vous l'accorderai volontiers, mais arriver à mobiliser les banquiers, Wall Street, dire sans eux, je suis pas sûr qu'on y arrive. Je suis pas sûr qu'on y arrivera avec eux non plus, mais au moins il y a une piste, il y a un espoir et il y a une pression à exercer, là je terminerai là-dessus, sur le fait que sans l'opinion et qui participe aussi de cette pression à exercer sur les dirigeants, on n'y parviendra pas. Oui, certainement. Moi, je suis pas jusqu'au boutiste. Voilà, je crois qu'il faut concilier le principe de réalité avec nos désirs. Bon, quand vous dites qu'il y a un espoir, faut quand même faire attention parce que cette récompense décernée à Monsieur Macron, moi, je l'accueille avec bienveillance, comme une incitation. Mais il faudrait pas laisser croire à nos compatriotes qu'on est sur la bonne voie. L'année qui vient de s'écouler, on a battu le record mondial d'émissions de gaz à effet de serre. La France visait moins 4%, elle est à plus 4%. Donc, on est en train de continuer à accélérer vers la catastrophe. Donc, il faut quand même faire attention à pas donner l'impression qu'on va vers le mieux, mais peut-être pas assez vite. Non, pas du tout. On veut voler, on est en train de creuser. Donc ça peut encore changer. Peut-être que dans quelques mois, les choses vont enfin s'inverser et je serai le premier à en être ravi. Mais ne donnons pas l'idée que c'est en cours. Je crois qu'à ce stade, ce n'est pas le cas.
Le chimiste Marc Fontecave, dans Le Monde au début du mois, était moins pessimiste que vous. Il estimait sur l'année notamment qui vient de s'écouler que pas mal de choses avaient été faites, de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes à la fiscalité sur le diesel, de l'extension de la prime à la casse au plan quinquennal de rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'était pour l'action ou les bons points, on va dire, à mettre aussi au crédit de Nicolas Hulot dans son action au gouvernement. Nicolas Hulot, qui sur France Inter, le jour de sa démission, appelait, lui, à un changement complet de paradigme. On en revient à cet équilibre que vient d'évoquer Nicolas Domenech entre est-ce qu'il faut s'ajuster, faire avec et demander au monde de la finance, aux grandes entreprises d'accompagner ce changement, ou est-ce qu'il faut imaginer changer complètement de système? Quelle est votre position à vous là-dessus, Aurélien Barraud? Oui, c'est une question qui est évidemment très subtile. Là, moi, je veux être très modeste. Je ne suis pas économiste professionnel. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui réfléchissent sur ces questions depuis très longtemps. Donc, je peux vous donner un sentiment, mais il faut le faire avec des pincettes. Moi, je crois que il faut être assez pragmatique. C'est-à-dire que il y a évidemment des problèmes et des avantages au système capitaliste. On va pas changer de système macroéconomique mondial en quelques mois. Ça me semble impossible. On peut le souhaiter ou ne pas le souhaiter, suivant nos affinités, mais je crois que de toute façon, ça ne va pas avoir lieu. Or, du point de vue de l'évolution climatique, et pas seulement climatique, d'ailleurs, du point de vue de la pollution, du point de vue de la restriction des espaces de vie pour les animaux, etc., qui sont aussi importants que le réchauffement climatique, on n'a pratiquement plus de temps. Donc, je serais assez d'accord pour une vision relativement modérée, où on traite d'abord l'urgence. Il y a parfois des convergences. Par exemple, le pacte finance-climat, qui est soutenu par Pierre Larouturou, est signé par des personnalités politiques de droite et de gauche. C'est un enjeu extrêmement ambitieux. On veut assigner environ 1000 milliards d'euros par an au niveau européen sous forme d'emprunt à taux zéro pour financer le climat, plus une taxe sur les revenus des transactions financières. Donc, c'est un plan très ambitieux et il est soutenu par des gens de droite et de gauche. Donc, les clivages existent, mais peut-être qu'effectivement, il ne faut pas trop les mettre en exergue dans un premier temps. En même temps, Nicolas Hulot soulignait le fait que le modèle économique actuel était la cause de tous les désordres climatiques. Donc là encore, comment faire avec? Dans les pages du Nouveau Magazine littéraire, l'anthropologue Paul Jorion explique que s'oppose malheureusement à cette lutte contre l'extinction le capitalisme occidental, lequel n'est pas axé sur la survie de l'espèce et l'amélioration de son sort, mais sur l'accumulation du profit individuel. La phrase est un peu longue, mais ce qu'il essaye de dire, c'est que tant qu'il n'y aura pas de changement de paradigme, tant qu'on ne quittera pas le dogme actuel de la croissance, rien ne pourra réellement évoluer. Oui, ça c'est tout à fait exact. Mais là, je crois qu'il faut nuancer un peu, parce que quand on parle de sortir du capitalisme, je l'ai constaté sur les réseaux sociaux, certains en déduisent qu'on veut instaurer une dictature stalinienne, néo-communiste de l'écologie. Évidemment, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, les pays dits communistes, qui n'étaient pas forcément dans les faits, naturellement, n'étaient pas du tout exemplaires du point de vue écologique. Donc, je pense qu'il faut quand même un peu dépasser ce clivage droite-gauche, disons, pour le faire de façon un petit peu caricaturale. En revanche, et au-delà du mot capitalisme, parce qu'il y a des gens qui essayent un capitalisme coopératif, enfin, il y a des modèles intéressants. Ce qui, effectivement, n'est probablement pas possible, et là, en tant que physicien, j'en suis absolument convaincu, c'est une croissance exponentielle infinie dans un monde fini. Ça peut pas marcher. C'est ce qu'on appelle une instabilité en science. Donc, nous avons mis la planète Terre dans une situation d'instabilité. Et là, en effet, il est absolument indispensable de revoir le modèle. J'oserais pas dire à ce stade que ça veut dire sortir du capitalisme en tant que tel. En revanche, sortir du dogme de la croissance avec la définition que nous avons en ce moment de la croissance, parce que tout est là. On pourrait définir autrement la croissance. Et on pourrait s'enorgueillir de la croissance intellectuelle, de la création, etc. Et on pourrait toujours continuer à croître tout en diminuant la pollution. Mais avec la définition actuelle de la croissance, en effet, on ne peut pas continuer, ça me paraît indubitable. Nicolas Domenech. Oui, alors vous êtes physicien, donc les mots que vous employez ont du poids, et quand je vous écoute, je m'interroge quand même, je me demande si, au fond, vous les avez pesés au trébuchet. Autrement dit, est-ce que le catastrophisme, que vous voudriez éviter quand même, vous ne le portez pas malgré tout, et vous n'accroissez pas une peur qui sera contre-productive. Autrement dit, si vous dites c'est l'apocalypse demain et que après-demain il s'est rien passé, ou pas grand-chose, ou pas aussi grave que ce que vous l'annoncez, ça risque de décrédibiliser votre propos.
Moi, je lisais un collègue biologiste récemment qui disait le problème, c'est que les scientifiques, quand ils s'expriment sur cette question, généralement se brident. Ils font exprès de sous-évaluer l'ampleur du problème, justement, pour ne pas inquiéter, pour demeurer consensuels, pour être audibles. Et ensuite, le problème, c'est que leurs propositions, quand elles sont discutées au niveau des décideurs, sont à nouveau tempérées, puis retempérées, puis adoucies, et à la fin, il ne reste plus rien. Moi, sincèrement, je me suis contenté de lire. Je ne suis pas climatologue, je ne suis pas biologiste, mais je ne crois pas du tout être catastrophiste. Quand on regarde les prévisions en ce qui concerne aussi bien le climat, on voit que dans une trentaine d'années, on aura environ 400 millions de personnes rien qu'en Asie qui seront soumises à des températures qui ne sont pas vivables. Moi, je suis pas médecin, mais enfin, je sais qu'un corps humain soumis à 55 degrés pendant des temps très longs ne fonctionne plus. N'importe quel médecin pourra vous le confirmer. Donc, les gens vont rester cloîtrés chez eux. Enfin, il va y avoir une perte radicale de nos libertés. Il va y avoir évidemment beaucoup de morts. On voit que les espèces vivantes aujourd'hui sont en train de s'effondrer du point de vue de leur nombre. Ça, c'est un constat. Ça serait quand même, je trouve, un peu scélérat, finalement, de s'interdire de présenter la vérité factuelle. Bien sûr, vous avez raison. Sur les extrapolations, on peut se tromper. Mais enfin, ce que quand même l'histoire nous montre récemment, c'est que tout est toujours revu au pire en ce moment. Chaque nouvelle étude du GIEC montre qu'en fait, c'est plutôt pire que ce qu'on croyait. Donc, voilà, je crois qu'hélas, il faut commencer à dire la vérité. La vérité et avec un peu plus que de la rationalité, c'est ce que vous avez d'ores et déjà exprimé, Aurélien Barraud. Ça ne suffit pas de faire tout le temps appel à notre raison, il faut aussi faire appel aux émotions. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, Négative et positive. Je ne veux pas être trop prescriptif. Faut pas être trop prescriptif en la matière. Chacun se bat avec ses armes. Moi, je m'intéresse à la philosophie, je m'intéresse à l'astrophysique, et ça, on peut en parler très sereinement. Voilà, il n'y a pas lieu quand même de convoquer les affects dans ces discussions-là, ou en tous les cas de le faire modérément. Bon, quand on parle quand même de la disparition de la vie, quand on dit que 400 millions d'oiseaux viennent de disparaître d'Europe, quand on voit que les insectes sont en train de ne plus exister, quand on voit que les vertébrés ont diminué de 60% en quelques décennies, moi j'ai du mal à ne pas avoir envie de pleurer, sincèrement. Qu'est-ce qui est beau dans ce monde ? C'est la vie, c'est la diversité du vivant qui fait toute la beauté de ce monde. Alors bien sûr, on peut le dire, comme on le fait d'ailleurs en ce moment, froidement, avec une voix très France Culture, et tout va bien, et je souris d'ailleurs en disant cette phrase, donc il ne s'agit pas d'inciter nos concitoyens à passer leur temps à pleurer. Mais quand même, c'est quelque chose de grave. Voilà, quand on évoque les désastres de la guerre, on n'a pas envie, je pense, de le faire le cœur léger, parce que c'est triste. Et ce qui se passe aujourd'hui du point de vue de la vie sur Terre est triste. Je donne la parole à une voix du Nouveau Magazine Littéraire. Oui, vous ne croyez pas à la possibilité d'un progrès plus conséquent, c'est-à-dire qu'une fois que le capitalisme se sera décidé à mettre l'argent qu'il faut et les écologistes à cesser de se disputer pour des bouts de ficelle, qu'ils parviennent à s'entendre les uns les autres, vous ne croyez pas à la possibilité, au fond, de rattraper les bêtises et les fautes et les erreurs très graves qui ont été commises? Oui et non, parce que vous savez, chaque vivant est irremplaçable. Donc quand vous avez perdu votre frère à la guerre, vous pouvez pas le remplacer. Et il y a beaucoup de gens et d'animaux qui vont mourir, qui sont déjà en train de mourir. Il y a des réfugiés climatiques, il y a des pays où on commence à ne plus pouvoir vivre correctement à cause de ces effets de pollution et d'accroissement de la température. Alors bien sûr, les espèces, on peut peut-être les sauver. Certaines pourront l'être, d'autres ne pourront pas l'être. Ça, c'est à peu près certain. Mais n'oublions pas que derrière les espèces, il y a des individus et que les morts et les souffrances qui sont associées à ces morts, ça, on pourra jamais le rattraper. Alors ensuite, bien sûr, on peut se demander ce qui adviendra. Mais moi, je crois que ce qu'il faut quand même, c'est aussi réenchanter ce débat. C'est-à-dire de se dire qu'il va falloir faire des efforts, ça c'est vrai, mais que ces efforts peuvent aussi être une source de très grande jubilation. Et là, je vous rejoins en un sens de progrès. Simplement, j'aimerais redéfinir le progrès. Le progrès, ce n'est plus forcément envahir maximalement les espaces libres sur la Terre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les vivants non humains n'ont simplement plus de place pour vivre. Il n'y a plus de lieu où les animaux peuvent se reproduire, s'aimer, exister, quoi, tout simplement. Mais le progrès, c'est pas seulement ça. Se repenser, par exemple, dans la continuité des autres vivants, ce qui est une immense révolution qui ne remet en cause finalement pas grand-chose de nos systèmes philosophique ou économique, c'est quelque chose qui pourrait, je crois, enrichir considérablement notre rapport au réel et peut-être même ouvrir de nouvelles perspectives. Aurélien Barraud, dans les pages et les colonnes du Nouveau Magazine Littéraire, 4 personnalités répondaient à la question de savoir s'il peut exister un capitalisme vert et donc vertueux. La Canadienne Naomi Klein, qui considère que le néolibéralisme est à l'origine de l'aggravation de la situation et que le désir du capitalisme de toujours augmenter la croissance et les profits
va à l'encontre de toute évolution positive en matière d'écologie. Éric Le Boucher, qui considère que l'économie et l'écologie ne pourront sortir de leur échec respectif qu'en se rapprochant l'un de l'autre. Peter Singer, qui considère que le capitalisme ne produit que ce que les gens consomment et qu'il nous appartient donc de consommer éthique et de façon responsable. Enfin, Arnaud Montebourg, qui considère que l'écologie est incompatible avec le libéralisme, mais pas le capitalisme. J'ai été un peu vite, mais dans ces 4 positions, il y en a une qui correspond à la vôtre, Aurélien Barraud. Moi, écoutez, ce qui me semble important, c'est de ne pas prendre cette excuse pour ne rien faire. C'est-à-dire que, je l'ai constaté récemment, quand vous vous positionnez sur cette question, vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Certains vous disent, oui mais attention, vous prenez les choses par le petit bout de la lorgnette, parce que s'il n'y a pas une déconstruction radicale du système économique, ça ne peut pas marcher. Et d'autres, au contraire, vous disent, mais attention, parce que là, ce que vous voulez faire, c'est changer drastiquement le système économique, ça, on ne peut pas le faire, soit pour des raisons pratiques, soit pour des raisons normatives, et donc ça ne peut pas marcher. Moi, je voudrais quand même qu'on sorte de ça. D'abord, on sauve le monde, et après on voit. Et là, on peut le faire. Quel que soit le système, on peut le faire. Moi, je n'interpelle pas notre président de la République pour qu'il mette demain en place en France une sortie du système capitaliste. Peut-être que je l'aimerais, peut-être pas, mais ça n'aura pas lieu. De toute façon, on sait que ça n'aura pas lieu. En revanche, il peut inverser la courbe d'évolution des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Donc, commençons quand même par faire face à l'urgence. Ne nous déployons plus de façon inconsidérée à la surface de la Terre. Cessons, je crois, de considérer, finalement, la grande fracture philosophique de toute cette affaire, n'est-ce pas? C'est le dualisme. C'est d'avoir pensé cette opposition nature-culture qui vertèbre toute l'histoire de la métaphysique occidentale. C'est de cela qu'il faut sortir. Le simple fait que la nature soit considérée comme tout ce qui est hors de l'humanité est une aberration à la fois scientifique, je crois, et conceptuelle, me semble-t-il. Donc c'est se repenser dans la continuité qui constitue aujourd'hui le vrai grand débat. Les questions économiques sont importantes, mais sur celles-là, on sait qu'il y aura toujours des divergences. On peut peut-être se mettre d'accord sur autre chose. La grande table des idées en partenariat aujourd'hui avec le Nouveau Magazine littéraire et avec Nicolas Doménac à mes côtés. Notre invité, l'astrophysicien Aurélien Barraud. Il est à l'initiative de l'appel des 200 personnalités publiées au début du mois dans Le Monde pour sauver la planète. France Culture, il est 13h20. Le problème, c'est... France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Ces journées de purée de pois malodorantes et toxiques, de plus en plus fréquentes, ont suscité une prise de conscience tardive, mais forte, de la part des autorités, notamment à Pékin. La lutte contre la pollution est devenue la priorité. On n'a plus le choix. Le maire a dit qu'il fallait avoir du courage, même s'il faut se couper le bras. Se couper le bras. C'est bien ce qui est prévu dans le plan quinquennal, 84 mesures, dont voici les principales. Première mesure, la fermeture de 1200 entreprises, pétrochimie, ciment, mobilier. Tout le monde est prié d'aller fabriquer ailleurs. Ça coûte cher, c'est douloureux sur le plan social, mais il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, extrait d'un JT de France 2 en 2013, comment la Chine a agi pour tenter de réduire l'épais brouillard de pollution qui surplombe les grandes villes. Elle a employé la manière forte. Là, on parle même de se couper le bras. Fini l'écologie joyeuse et positive. Aurélien Barraud, dans Le Monde, vous appeliez à une action politique ferme et immédiate. Lors de la conférence que vous avez donnée au Festival Climax, on vous entendait tout à l'heure en extrait en ouverture de l'émission, vous détaillez, estimant qu'il faudrait probablement en passer par des mesures politiques concrètes, coercitive et impopulaire qui s'oppose à nos libertés individuelles. Alors l'écologie va-t-elle aussi avoir raison de la démocratie ? Non, certainement pas. Mais quand on parle de démocratie, il faudrait savoir de quel démos on parle. Quel est le démos en question ? Et peut-être justement faut-il aller au-delà de cette vision restrictive qui est d'abord celle de la patrie, ensuite celle de l'humanité. Et je crois qu'il est temps de se repenser comme faisant partie de cette gigantesque tribu des vivants, en réalité. Et ce n'est pas triste, et ce n'est pas violent. Alors, pour en rester au niveau purement économique et social, l'ADEME estime aujourd'hui qu'un plan comme le pacte finance-climat créerait environ 900 000 emplois. Personne ne souhaite mettre les gens au chômage, et certainement pas nous, c'est une évidence. Je crois que la raison pour laquelle nous avons peur,
est double. D'une part, c'est parce qu'on ne se rend pas compte que ne rien faire est pire. C'est-à-dire que si on ne fait rien, nous aurons des dommages qui seront évidemment bien pires, à la fois au niveau humain, au niveau du ressenti du monde dans lequel nous vivons, mais aussi du point de vue économique. Vous savez qu'aux États-Unis, même les soutiens de M. Trump commencent à avoir peur et à vouloir changer les choses parce qu'ils se rendent compte que ça coûte très cher. Je crois qu'on parle de 307 milliards de dollars dû au problème climatique cette année aux États-Unis. Donc même au niveau purement pragmatique, ne rien faire est pire. Et puis, au-delà de ça, une fois de plus, je crois que changer un peu notre manière d'être, il ne s'agit pas de s'interdire d'avoir des téléphones portables et des ordinateurs. Moi, je pourrais plus faire mon travail sans ordinateur. Enfin voilà, on veut pas revenir à l'âge de pierre, pas du tout. Ce qu'on veut simplement, c'est mettre un peu de raison dans cette sorte de folie technocratique qui fait que au quotidien, on sait très bien qu'on peut pas tout faire avec nos concitoyens. Et heureusement, voilà, si quelqu'un m'agace dans la rue, je ne suis pas libre de lui mettre une claque. Et heureusement, la loi protège la liberté individuelle de chacun en contraignant finalement des gestes qui sont incontrôlés. Et je crois qu'il est peut-être temps de considérer que les dommages faits à la planète doivent aussi être considérés comme entrant dans le cadre de ce qui n'est peut-être plus parfois autorisé. Mais globalement, il s'en suivra une augmentation des libertés, pas une restriction, parce que justement, on préservera la possibilité d'exister. Si on fait rien, quand il fera 55 degrés, on pourra plus sortir de chez nous, ça, c'est une vraie privation de liberté, qui est terrible. Il y aura augmentation au départ, mais il faudra peut-être en passer, et vous le dites très clairement, par des mesures qui seraient impopulaires et qui s'opposeraient, une fois encore ce sont vos mots, à nos libertés individuelles. C'est quoi un exemple de ces mesures qui serait contraire à certaines de nos libertés aujourd'hui? Vous pensiez à quoi quand vous disiez ça? Laissons la parole aux experts. Mais enfin, bon, cet été, on a tous vu ces jours où il faisait près de 40 degrés à l'extérieur, surtout à Grenoble, il fait très chaud et on voit des entrepôts qui sont climatisés à 17. Ça n'a absolument aucun sens. On voit les caissiers et les caissières qui parfois mettent peut-être 2 ou 3 polaires tellement ils avaient froid. Enfin, il faut arrêter ça. Bon, je sais pas comment le faire, peut-être avec une taxe, ça suffirait. Là, je crois que les experts doivent le faire. Mais justement, en fait, il faut pas s'enfermer dans un débat d'experts. Quand on a voulu aller sur la Lune, Kennedy a dit on y va et 7 ans après on y allait. Quand on a voulu créer l'Europe, Adenauer et Schuman ont dit qu'il fallait le faire et ensuite les experts ont trouvé les moyens de mettre en commun le charbon et l'acier. Je crois qu'aujourd'hui il faut que nos présidents disent on le fait, on divise par 2 les émissions à court terme et les experts trouveront les solutions. Il faut vraiment une ambition qui aille justement au-delà de la petite mesure qui fait effet d'annonce. Il faut qu'on lance quelque chose d'extrêmement ambitieux. Évidemment, je veux dire, moi j'ai rien à vendre, je suis pas candidat, je ne serai pas candidat aux élections. Donc, il faut pas mentir. Pourquoi ne pas reconnaître que ponctuellement notre confort peut être entaché par ces mesures? Peut-être que, je ne sais pas, certaines voitures ne pourront plus rouler, peut-être que les gens qui avaient les moyens d'aller faire du tourisme à l'autre bout de la planète 10 fois par an devront un peu se restreindre, je sais pas, il y aura effectivement peut-être quelques pertes de confort. Mais évidemment, une fois de plus, il ne s'agit pas de faire payer à ceux qui n'ont déjà presque rien, ça va sans dire. Et ensuite, il s'agit de retrouver une liberté apaisée dans un monde dont nous ne soyons plus le super prédateur. Mais c'est ce qui s'est passé. Aucune espèce vivante. Ouais. Aurélien Barraud, ne s'est comporté comme l'homme depuis l'existence de la Terre. C'est ce qui s'est passé en Chine quand il a fallu réduire cette épaisse couche de pollution. Oui, ce sont les plus faibles qui ont aussi payé. D'accord. Oui, parce que vous savez bien. Mais on a bien vu avec la natalité aussi. Bon, les Chinois ont réglé ce problème de façon extrêmement violente. Ne faisons pas comme les Chinois. Nous ne sommes pas les Chinois. Trouvons une autre voie. Oui, mais en même temps, si l'écologie doit devenir la priorité absolue des gouvernements aujourd'hui, c'est-à-dire devant l'emploi, devant d'autres questions qui semblaient prioritaires aujourd'hui, il va falloir peut-être aussi être cohérent avec ces mots. Non, ça je ne pense pas. Je pense que ça, vraiment, c'est une vision dogmatique. S'il y a une transition écologique, il est tout à fait évident que l'emploi ira avec. C'est simplement une déportation de la carte structurelle de l'emploi actuel. C'est absolument pas une perte d'emploi. Il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Nicolas Doménac. Oui, après vous avoir reproché d'être trop catastrophiste, j'aurais envie de vous dire que vous ne l'êtes pas assez. Autrement dit, je vais m'expliquer 30 secondes, de ne pas intégrer la crise du capitalisme dans vos réflexions et de ne pas la lier à la crise écologique. Alors, je pense qu'on trouvera le salut que si on arrive à résoudre les deux en même temps. Crise du capitalisme, qui est une crise financière, qui est aussi une crise des inégalités et de l'emploi. Donc, si l'écologie parvenait enfin à s'articuler comme sortie de crise en général, elle serait beaucoup plus, je pense, pertinente et convaincante qu'elle ne l'a été jusqu'ici, où elle a pas réussi à convaincre les opinions suffisamment. Ça commence un peu que la transition écologique était de nature à la sortir de cette double crise.
Je ne saurais être plus en accord avec vous. Je crois que ce sont des problèmes qui sont structurellement liés et que l'un ne peut pas se résoudre sans l'autre. Ça, là, je vous rejoins sans la moindre limite. Et d'ailleurs, le FMI lui-même, qui est quand même pas exactement un organe marxiste, reconnaît que nous allons vraisemblablement vers une crise plus grave que celle qui eut lieu en 2008. Et la BCE continue de faire finalement tourner la planche à billets en créant près de 1000 milliards d'euros par an pour alimenter essentiellement un système de spéculation. Donc évidemment, la transition écologique est vraisemblablement liée à une manière de redéfinir un modèle économique et social. Ça ne veut pas forcément dire une sortie drastique du capitalisme. Voilà, je veux juste pas qu'on inquiète trop nos concitoyens. On n'est pas en train, personne à ma connaissance n'est en train de fomenter une révolution bolchevique. C'est pas du tout la question. Et un changement en revanche, une répartition sociale, oui, très certainement, il faut le faire maintenant. Et un changement de modèle institutionnel pour l'un de vos confrères, Dominique Bourg, qui a beaucoup travaillé sur cette question. La démocratie représentative aujourd'hui est inadaptée. Elle favorise le court-termisme, elle favorise aussi la puissance des lobbies et la réduction des débats à échelle nationale. Il s'en expliquait dans son ouvrage Vers une démocratie écologique. Est-ce qu'il faut aussi repenser pour vous la démocratie ? Oui, je pense que ce serait une très bonne occasion et vous avez tout à fait raison. Notre manière de fonctionner favorise le court-termisme. Pour autant, la critique est plus aisée que la proposition en la matière. Mais moi, je crois que j'ai eu l'occasion, là, ces derniers jours, de discuter avec plusieurs personnes dont je tairai le nom, mais qui sont aux commandes, voilà, des gens en situation de pouvoir, qui étaient tristes, en fait. Moi, je les ai trouvés sincères au téléphone. Notre conversation était privée, donc je crois qu'elle était authentique. Et ils me disaient, moi, j'ai envie de le faire, mais je ne peux pas. Et une des raisons que j'ai senties, c'est pas seulement les lobbies. C'est aussi le fait qu'ils n'ont pas mandat pour ça. Parce qu'en fait, ils n'ont pas été élus sur ce programme. Aucun de nos élus aujourd'hui n'avait véritablement un programme très fortement écologiste. Et donc aujourd'hui, quelle légitimité aurait-il à le mettre en place? Donc moi, je crois qu'il faut que nous, les citoyens, nous obligions nos futurs représentants à faire de ce point une priorité. Et ils auront comme ça les mains libres pour le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça leur est un peu difficile de le faire puisqu'ils n'avaient pas dit qu'ils le feraient. Enfin, ils l'avaient dit, mais ils l'avaient dit sans le chiffrer, ils l'avaient dit comme un effet d'annonce auquel personne ne croyait. Donc il faut qu'on les libère en quelque sorte en les autorisant à faire figurer ces points de façon prioritaire dans leur programme. Merci beaucoup à vous, Aurélien Barraud, d'avoir été avec nous et à nos confrères de France Bleu Isère qui vous ont accueillis dans leur studio. Un grand merci à vous, Nicolas Doménac, d'être venu partager cette grande table des idées. Je rappelle que le nouveau numéro du nouveau magazine littéraire sera en kiosque lundi. Le capitalisme ne répond plus en couverture. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, à Maïane Escovic, à Oriane Delacroix, à Jean-Christophe Brianchon et à Henri Leblanc qui ont préparé et programmé cette émission avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, Gaël Gillon avec Alex Dang. Rendez-vous lundi avec Riyad Satouf et le psy Patrick Lemoine dans la deuxième partie de l'émission. Très bel après-midi.